Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de lecture. Aujourd'hui, mois de juin, nous allons revoir pas deux mais trois livres. Le premier sera Roméo et Juliette de Shakespeare. Et ensuite, nous aurons une duologie, à savoir Faune et Flore de Mathieu Valentin. Étant donné qu'il n'y a que 2 tomes et que j'ai déjà lu les 2 tomes, c'est pour ça que je vous les réunis tout de suite. On va commencer par Roméo et Juliette de William Shakespeare. Mon édition est une édition livre de poche. C'est du coup du théâtre, de la tragédie plus précisément, et c'est paru en 1597. Je dis peut-être des bêtises, mais d'après mes recherches, il s'agit d'une adaptation de la tragique histoire de Roméo et Juliette, écrit initialement par Luigi da Porto, qui a été traduit en anglais par Arthur Brooke en 1536. Donc c'est encore un peu plus vieux. Un résumé du livre. À Vérone, où les Montaigu et les Capulet se vouent une haine ancestrale, Roméo, fils de Montaigu, est amoureux de Rosaline, tandis que Capulet s'apprête à donner une grande fête pour permettre à Juliette, sa fille, de rencontrer le comte Paris, à qui qu'il l'a demandé en mariage. Parce qu'il croit que Rosaline s'y trouvera, Roméo se rend au bal, et pour Juliette éprouve un coup de foudre aussitôt réciproque. Sous le balcon de la jeune fille, il lui déclare le soir même son amour, puis, le lendemain, prie frère Laurent de les marier et de réconcilier leurs familles ennemies. Mais la comédie va virer à la tragédie. Avant qu'on commence sur mon avis, ça fait partie de ce genre de livres qui sont tellement vieux et qui, comme ils ont été traduits, sont potentiellement plus accessibles de nos jours. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle traduction, il y a des choix qui sont faits pour traduire certains jeux de mots, certains éléments, et parfois on reste très fidèle au texte, et du coup on perd des jeux de mots, parfois on transforme des jeux de mots, et donc on perd certains éléments du texte. Shakespeare, c'est pas connu pour être quelque chose de très simple et très accessible. Souvent, alors je sais pas si tout le monde avait cette image-là, mais moi quand j'étais au lycée, j'avais cette image de Shakespeare où tu avais une page de texte et la page d'à côté, c'était des explications sur le texte. Sur Roméo et Juliette, sur mon édition de Roméo et Juliette, ce n'est pas le cas. C'est un livre qui a été plutôt accessible, mine de rien, et je pense que si vous avez une édition pas trop ancienne, vous devriez pouvoir vous en sortir. Ce n'est pas le plus compliqué. De mémoire, j'ai plus galéré sur Richard III, qu'il faut que je relise, bien sûr. Mon propre résumé maintenant. Roméo, en manque d'amour, tombe amoureux de Juliette, jeune fille de l'ennemi de son propre père. Les amants vont se marier en secret, mais les inimités vont les rattraper et les mener vers une fin tragique. Donc on retrouve quand même globalement les mêmes points. Moi j'ai été beaucoup plus succincte sur le résumé, étant donné que j'estimais que en dire plus c'était spoiler. On n'est quand même pas sur une œuvre qui est très épaisse, et vous vous doutez bien que plus l'œuvre est fine, plus on se retrouve à devoir spoiler si on fait un résumé assez conséquent. Alors, en ce qui me concerne, Roméo et Juliette, ça a bercé mon enfance parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai vu, revu dans des dessins animés, machin, tout ça. Pas que, puisque ma mère était une grande fan de la comédie musicale. Aujourd'hui, globalement, je crois que je pourrais vous chanter quasiment toute la comédie musicale à la suite sans problème. Donc pour moi, Roméo et Juliette, c'était ça, c'était cette comédie musicale-là, et du coup, je connaissais pas la véritable histoire. Je l'ai lu là récemment, pour les revues de lecture principalement, mais parce que j'avais eu l'opportunité de trouver le livre. Sans découvrir complètement Roméo et Juliette, je découvrais la vraie histoire de Roméo et Juliette. Il est important avant toute chose de remettre la pièce de théâtre dans son contexte historique. C'est toujours un peu le cas, hein, il faut toujours remettre une histoire dans son contexte historique, mais ici c'est d'autant plus flagrant qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, la relation qu'a Juliette avec ses parents, aujourd'hui ça passerait plus. c'est assez hardcore, mais les parents de Juliette, tout simplement, estiment que la fille ne sait pas ce qu'elle veut parce que c'est une fille, elle ne sait pas ce qui est bon pour elle parce que c'est une fille, et évidemment, tu as 15 ans, tu es en âge de te marier, tu es énervé, on va te gifler, enfin c'est que des trucs comme ça, c'est vraiment des conseils d'éducation douteux, ne faites pas ça. Donc oui, en dehors des conseils d'éducation douteux, on a un texte qui est rempli d'humour.
Shakespeare, dans cette œuvre, a réussi à mettre de l'humour assez surprenamment, à mettre pas mal de jeux de mots, notamment par le biais de Mercutio et Benvolio. Et il a réussi à mettre pas mal d'humour par leur biais. Parfois, les traits d'humour, du coup, sont intraduisibles. Et il y a énormément d'action aussi. Donc effectivement, c'est un livre qui est bourré d'action. Puisque on n'a pas un mort, on en a plein. On a des combats à l'épée, on a énormément de décors qui sont intégrés. Alors j'avais déjà dit avec Cyrano de Bergerac, mais encore une fois, je pense que c'est une pièce de théâtre qui est très difficile à mettre en place en termes de scènes. Alors il y a moins de détails dans les descriptions des scènes que dans Cyrano de Bergerac, mais il y a énormément d'environnements différents, donc je ne sais pas comment c'est géré sur scène. Évidemment, chaque metteur en scène fait ça différemment, mais globalement, ça peut être vite compliqué. Et du coup, pour en revenir au sujet des jeux de mots, ils sont la plupart du temps grivois, hein, bien entendu, hein, c'est assez paillard, c'est assez bourru comme jeu de mots. Des fois c'est plus subtil, c'est beaucoup plus dans la subtilité, mais ça tourne toujours un petit peu du côté du sexe. Mais ces jeux de mots grivois, ils n'entachent rien du tout au côté poétique de l'œuvre. Pour vous donner une idée, il y a les moments très sérieux où à ce moment-là c'est hyper poétique, et les moments où là c'est dans la déconne et tu sais pas pourquoi, mais tu trouves que c'est quand même dans le lyrisme. Il y a pas mal de... Il y a un beau mélange entre le côté poétique et le côté grivois qui se marient étonnamment bien. Shakespeare a vraiment une plume incroyable de ce côté-là. Il arrive à manier les mots de sorte que grivoiserie rime avec poésie. Donc, concernant les qualités et les défauts de l'œuvre que j'ai notés, vraiment, la poésie de l'œuvre, c'est vraiment bien écrit. C'est beau. Quand on comprend ce qu'on lit, c'est très très beau, c'est très poétique. Ensuite, en deuxième qualité, j'ai noté l'humour et les jeux de mots lorsqu'ils ont été conservés par la traduction. Donc j'espère que vous aurez, si vous le lisez, une version traduite qui essaye de garder au mieux les jeux de mots. Mais globalement, moi j'ai trouvé que l'humour était bien parce qu'il permettait un petit peu de changer le rythme d'une scène à l'autre. On avait une scène avec des envolées lyriques amoureuses, et d'un seul coup, on a des envolées lyriques grivoises, et c'est très drôle, c'est très rafraîchissant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ce qui concerne les défauts de l'œuvre, j'ai noté en premier point, alors j'ai pas mal de points sur cette fois-ci, j'ai noté en premier point les parents de Juliette. Comme je vous ai dit, c'est un livre qu'il faut absolument remettre dans son contexte historique, parce qu'aujourd'hui, c'est assez choquant de voir ce que les parents de Juliette font en termes de propos, en termes d'action envers elle. En deuxième défaut, malheureusement, on a des jeux de mots qui sont intraduisibles, et je sais qu'on perd certains jeux de mots. Il y a des moments où j'ai retrouvé les jeux de mots, alors je crois que c'était en note de bas de page, et les jeux de mots sont bons en fait. C'est ça qui est dommage, c'est que du coup on les perd en français, et du coup on perd tout un pan de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire est vraiment en deux pans différents, l'humour et la romance, et ça retire vraiment un pan de l'histoire, et je trouve ça un peu dommage. Malheureusement, c'est le problème quand on fait de la traduction, et je ne vous dirai pas de lire du Shakespeare en anglais. Déjà que je suis incapable de lire en anglais alors que je suis bilingue. Ensuite, j'ai un troisième défaut. Les notes de bas de page du livre sont indispensables et assez lourdes. On a des explications de jeux de mots. Donc on vous redonne le jeu de mots en anglais, on vous explique en quoi c'est un jeu de mots MDR et qu'on n'a pas pu le traduire. De mémoire, il y a des contextes historiques aussi qui sont donnés. Il y a des contextes mythiques aussi. Par exemple, là, je vois... Ah, ça c'est une référence à Apollon, machin, tout ça. Vous voyez cette page? Tout ça, c'est du texte. Et ça, tout ça là, c'est du bas de page. Et là, tout ça là, c'est de la note de bas de page. C'est vraiment, vraiment lourd en note de bas de page. Et personnellement, je m'embêtais pas à tout lire parce que c'était trop lourd, quoi. Et du coup, je perds une partie du contexte, ça j'en suis persuadée. Je disais donc, on a des notes de bas de page qui sont très lourdes, parfois plus d'un tiers de la page. Moi, j'arrivais pas à lire les notes de bas de page, ça me casse dans le rythme de l'œuvre.
Et du coup, bah, on perd toute une partie de l'œuvre, parce que l'œuvre est très bien rythmée, et le rythme de cette œuvre-là est aussi très important. Donc, elles sont indispensables, et en même temps, elles sont hyper lourdes. Donc voilà, et moi j'ai pas mal de défauts sur cette œuvre. C'est des défauts qui mettent un petit peu à mal la lecture de l'œuvre, mais globalement j'ai quand même un très bon feeling de l'œuvre parce que la poésie est extrêmement présente et les jeux de mots, moi, m'ont plu. Quitte à les avoir en anglais et à les comprendre en anglais. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. C'est un livre qui m'a fait rire, c'est un livre qui est une très bonne pièce de théâtre, et très sincèrement, je comprends sa place de grand classique de la littérature. Je le recommanderais pas à tout le monde parce que effectivement c'est un livre qui est assez complexe en termes de densité d'informations si on n'a pas le contexte. Il y a beaucoup d'éléments de contexte qu'on n'a pas forcément et qui du coup alourdissent un petit peu le truc. Ce qui peut être intéressant, c'est de le lire une première fois avec les explications et une deuxième fois pour pleinement profiter de l'œuvre. Mais faut la patience de l'avoir deux fois. Donc évidemment, c'est une œuvre à laquelle j'ai trouvé beaucoup de défauts et c'est pour ça qu'il n'aura pas la note maximale. En revanche, il obtiendra tout de même la magnifique note de 4 sur 5. Et oui, avec tous les défauts qu'il a, c'est quand même un livre que j'ai apprécié. Et qui, globalement, m'a fait rire. Qui m'a choqué. Je pense que c'était aussi l'objectif, hein, effectivement. Les passages où les parents de Juliette font des choix douteux pour son éducation, c'est aussi là pour choquer. Donc ça réussit. Si ça choque, c'est que ça réussit. Et c'est une romance qui est plutôt bien écrite. Elle aurait le mérite d'être sur plusieurs mois, ce serait plus cohérent, mais c'est une romance qui est très bien écrite. Très sincèrement, non, c'est un livre que je vous recommande et qui est noté à 4 sur 5. Alors, on va parler de faune et de flore. Donc en 2 tomes, Faune et Flore. Écrit par Mathieu Valentin. Exceptionnellement, je vous parle des 2 tomes ensemble, et du coup on voit 3 livres dans cette revue de lecture. C'est pour une raison simple, c'est que je me voyais pas faire une revue de lecture spéciale pour ajouter un seul tome. Ils sont sortis à l'édition À Contresens. Ce sont des romans de fantastique qui se passent quand même dans notre époque. Sur le tome 2, on est un petit peu plus sur de l'aventure anticipation, et sur le tome 1, c'est quelque chose de beaucoup plus posé, mais j'y reviendrai après. Le premier tome est paru en 2019 et le deuxième tome est paru en 2020. Le deuxième tome, c'est très important qu'il soit paru en 2020, on en reparlera également après. Je vais vous lire le résumé de Faune. Clarisse Berger étudie la biologie sans trop de conviction. Elle perçoit, sans vraiment l'identifier, qu'un malaise trouble son existence. Quand on lui offre, grâce à ses talents de photographe, la possibilité de se joindre à une expédition scientifique au cœur de la Guyane, elle n'hésite pas une seule seconde et se lance dans l'aventure. Sur place, malgré les difficultés qu'impose cette contrée sauvage, les découvertes se succèdent et se transforment en rencontres surprenantes, aux frontières de l'imaginable. C'est ainsi que ce voyage devient initiatique, profond et remet en question les certitudes de Clarisse. On ne sort pas indemne du cœur de la jungle, où la vie lutte pour se perpétuer sous des formes extraordinaires, féroces et souvent inattendues. Je vais vous lire mes résumés, ils sont un peu moins spoiler alerte, disons. C'est fait pour. Donc pour Faune, donc le premier tome. Clarisse, étudiante en biologie, part en expédition au cœur de la Guyane pour faire des photos pour les scientifiques sur place. Les rumeurs d'attaque de grands félins ne l'inquiètent pas outre mesure. Cette expédition va tout remettre en cause pour Clarisse, sa relation à la nature, à l'humain, son éthique et celle des autres. Elle va finir par rentrer chez elle, mais avec un besoin de changer et des doutes sur sa démarche. Donc, on va parler vraiment du premier tome pour l'instant, parce que les deux tomes sont vraiment différents. Il y a une continuité dans les deux, mais je peux pas... Enfin, globalement, vous pouvez aimer le premier sans aimer le deuxième. Donc sur Faune, mon avis,
C'est un livre qui a résonné comme un écho sur moi, puisque Clarisse, le personnage principal, se pose des questions que je me posais exactement au même moment dans ma vie, au moment où je l'ai lu. La féerie de l'histoire m'a d'autant plus touchée et m'a d'autant plus transportée, forcément, puisque je me sentais très très proche du personnage principal. De la même façon, l'univers présenté est tellement réaliste que on s'y reflète forcément, et derrière le côté fantastique vend du rêve, on a envie d'y croire, on a envie de suivre cette aventure. On a le point de vue de l'animal qui est donné. Il est presque poétique, il est un peu brouillon sur tout ce qui va concerner l'être humain, parce que forcément l'animal ne connaît pas tout ça. Et forcément, on a quelque chose de... un point de vue que l'être humain n'aurait plus du monde et de la nature. Et c'est vraiment quelque chose de beau à voir, quelque chose qui m'a plu à lire. C'est vraiment quelque chose qui m'a transporté. Alors, en ce qui concerne les qualités et les défauts de l'œuvre, en termes de qualité, j'ai vraiment noté l'aspect en miroir de mes doutes, de mes pensées, plus particulièrement en ce qui concerne les préoccupations environnementales de Clarisse, puisque à son échelle, à elle, de petite française lambda, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider la nature, qu'est-ce qu'elle peut faire pour lutter contre tout ce qui est déforestation, surconsommation, etc., etc. Il y a toutes les problématiques environnementales, et dans le tome 2, on parlera un petit peu plus des problématiques sociétales en plus. Ensuite, en deuxième qualité que j'ai notée, il y a tout ce qui est motivation de chacun des personnages. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas là que pour donner une réplique. Les personnages ont tous un comportement, une éthique, et une façon de se comporter, et un objectif différent. Tout simplement, parmi les chercheurs, tous n'ont pas les mêmes objectifs. Certains veulent faire des découvertes sur la nature qui n'ont pas été faites, certains veulent créer des nouvelles choses, certains veulent le pognon, certains veulent la fame, etc., etc. Tout ça, ça fonctionne avec tous les personnages, et c'est vraiment quelque chose qui est bien parce qu'on se sent dans un monde vraiment organique, vraiment vivant, et ça renforce d'autant plus l'aspect très réaliste de l'œuvre. Maintenant, en défaut, j'en ai trouvé qu'un. J'ai noté que le point de vue de l'animal était très fouillis, notamment quand ça concerne l'être humain. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu normal puisque l'animal ne connaît pas tout ce qui est humain. Il sait pas ce que c'est qu'une arme, il sait pas ce que c'est qu'un tractopelle, il sait pas tout ça, il sait pas ce que c'est. Donc forcément, l'animal va avoir un certain degré d'incompréhension et va être assez confus, et du coup nous derrière on va mettre un petit peu de temps avant de comprendre ce qu'il veut dire, et ça renforce le côté poétique du point de vue de l'animal, puisque pour nous une arme c'est un outil de destruction, pour l'animal ça va être une étrange boîte. Il va faire un comparatif entre l'appareil photo et les armes, il va pas comprendre ce que c'est la différence, et l'appareil photo il le compare à une boîte qui capture l'instant présent. Et c'est une belle façon de décrire le truc, c'est très joli, et moi c'est quelque chose qui m'a... Enfin, même si c'est un petit défaut, il faut faire un petit effort de compréhension, mais derrière je trouve ça très poétique et très joli. Le second tome par contre, c'est complètement différent. Le premier tome c'est vraiment... comment on pourrait faire pour essayer d'être plus éco-responsable. Donc il est détaché en deux parties. La première partie, Clarisse se retrouve face à la nature, se retrouve émerveillée face à la nature, et dans la deuxième partie, elle essaye de, à son échelle, régler ce qu'elle peut pour la planète, de faire ce qu'elle peut au profit de la planète. Le deuxième tome est un peu plus compliqué. Disons que dans le premier tome, il y a l'action d'une énorme entreprise qui fait partie des GAFA, mais qui n'est pas parmi ceux que vous connaissez. Ça commence avec un H, donc vous ne l'entendez pas dans les GAFA. Donc il y a une entreprise, qui est factice, hein, évidemment.
Mais cette entreprise-là, c'est elle qui finance l'expédition, et c'est elle qui finance absolument, enfin quasiment tout dans le monde. Elle est très très puissante un peu partout, et elle empêche Clarisse de dire des choses sur l'expédition, et pas que Clarisse, tous les gens qui font partie de l'expédition. Donc quand l'expédition tourne mal, bah forcément personne n'a le droit d'en parler. Pourquoi j'interviens là-dessus? Ça intervient dans le premier tome, mais c'est très important pour le second tome. Puisque le second tome, c'est un petit peu l'histoire des déboires de cette entreprise. Je vous donne le résumé et je vous détaille après. Clarisse vit désormais dans le chalet de son grand-père. Elle le rénove quand une forme familière la rejoint, Matago. Matago, c'est l'animal fantastique du premier tome. Ensemble, ils vivent un moment de complicité que la jeune femme met de côté pour tenter de le renvoyer chez lui. De l'autre côté, on suit les déboires de Uoko, donc la grande entreprise, qui ne gère pas la menace de l'arbre-lion. Alors l'arbre-lion, c'est une autre entité fantastique qui est dans le livre. Et il faut savoir que du coup, cet arbre-lion, il a la capacité de provoquer une sorte de maladie. Et même pas juste une sorte. C'est une maladie où les gens infectés vont propager la maladie, puis mourir, et de ces cadavres vont sortir des crêpes. Là où j'interviens, c'est que ce livre est paru en 2020. Toute ressemblance avec le Covid est totalement fortuite. Pour de vrai. Parce que dans le premier tome, il y avait déjà les premières traces de cette grippe, justement. Donc, il y a un écho avec ce qu'on a vécu en 2020, qui est assez surprenant. Et c'est cet écho-là qui va foutre un bazar pas possible, puisque tout va partir en vrille. Là, je vous ai résumé que le début du roman, du deuxième tome. Le deuxième tome, encore une fois, il est en deux parties. La première partie, c'est on va essayer de sauver... Enfin, on passe un bon moment avec Matago et on va essayer de le sauver, donc l'animal sauvage. Et la deuxième partie, c'est ah, il y a une épidémie mondiale, va falloir qu'on règle ce problème-là. Et comment vous dire que ça part en cacahuète? Si le premier tome était très ancré dans la réalité, le deuxième, c'est l'apocalypse. Franchement, c'est typiquement l'apocalypse. Il n'y a pas d'autre mot. Mon avis. On a un lien particulier qui se crée entre Matago et Clarisse. C'est très émouvant et c'est très très beau. À chaque apparition du félin, c'est très poétique, c'est fabuleux et ça vend énormément de rêves. En parallèle, le point de vue de Uoko, donc la grande entreprise, est assez dramatique. La grippe verte est terrifiante. Les choses s'enveniment à une vitesse fulgurante. L'entreprise croit maîtriser très longtemps la situation, et au moment où ils se rendent compte qu'ils maîtrisent rien, en fait, c'est déjà quasiment fini, pour vous dire à quel point c'est poussé. Ils pensent pouvoir régler les problèmes avec de l'argent et leur influence, mais finalement, ça ne marche pas. La fin, en particulier, était inattendue. Je m'attendais pas du tout à cette conclusion-là. En tout cas, vis-à-vis des personnages, je m'attendais pas à cette conclusion-là. C'est une good ending en quelque sorte. C'est quand même vachement émouvant et on est à la fois content et méga triste, très sincèrement, pour une fin. C'est assez compliqué à vous expliquer sans vous spoiler. C'est une fin incroyable qui m'a énormément surprise. En termes de qualité et de défaut, la qualité, j'ai marqué le suspense, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, je savais pas s'ils allaient résoudre ces problèmes de grippe verte, s'ils allaient pouvoir sauver Matago, etc. Et du coup, comme j'ai été surprise de la fin, vous vous doutez bien que c'est un suspense qui a été très bien géré. En seconde qualité, j'ai marqué la beauté du lien entre Clarisse et Matago. Très sincèrement, c'est une affinité qu'un être humain ne réussit pas à avoir avec la nature. C'est vraiment magnifique, c'est le genre de truc qui nous donne envie, et très sincèrement, on comprend l'émerveillement que vit Clarisse au quotidien, quoi. Ensuite, en défaut, parce que j'ai quand même noté un défaut, à la fin, il y a une espèce de Deus Ex Machina un peu bizarre qui se fait. Je peux pas vous en dire trop, parce que c'est compliqué. Et même si le Deus Ex Machina, il s'essouffle un peu, il permet la survie de pas mal de personnages importants. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que ça donnait vachement l'impression que ça venait de nulle part.
Très sincèrement, ça m'a pas trop dérangé, hein, j'ai bien aimé parce que c'était très impressionnant, mais j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus annoncé au début. Ça l'a été, mais pas assez pour moi. Donc, comme vous l'aurez constaté, ce sont deux livres qui vont de pair, forcément, mais qui n'ont pas vraiment le même style, puisque le premier tome est beaucoup plus dans l'idée de la réflexion écologique, et le second est beaucoup plus dans l'apocalypse. Qu'est-ce qui peut se passer si on fait n'importe quoi avec la nature, et que du coup on se retrouve avec une épidémie mondiale à gérer. Malgré tout, c'est une duologie que j'ai énormément aimée. C'est bien écrit, c'est émouvant, c'est... Enfin, tout ce qui fait que moi j'adore. Ça me fait réfléchir, c'est en écho avec mes propres doutes, ça me fait rêver, ça me fait vibrer, ça me fait trembler, globalement, il y a tout un pan d'émotions qui sont passées à travers moi pendant ma lecture de ces livres-là. Donc forcément, ce sont des livres que je vais vous recommander. Ce sont des livres qui sont assez gros quand même, je vais pas vous mentir. Je vous les recommande, mais forcément, alors c'est accessible hein, pour tout le monde, mais ça peut être un peu rebutant la taille des livres. Donc sachez que le tome 1 peut vraiment se suffire à lui-même. Tandis que le tome 2, forcément, faut lire le tome 1 pour comprendre. Mais voilà, sachez que c'est vraiment une duologie que je vous recommande. Sans grande surprise en ce qui concerne la note, pour Faune et Flore, j'ai sans grande surprise donné la note de 5 sur 5. Ce sont des livres que j'ai adorés. C'est typiquement un coup de cœur. Ce sont deux livres que j'ai vraiment, vraiment aimés. Et j'espère vous avoir donné envie de les lire en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de lecture, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire les livres en question ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà les œuvres et ce que vous en avez pensé. Le mois prochain, nous reverrons Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy, ce sera le tome 1, ainsi que le premier tome des Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard qui s'appelle Le Feu dans le ciel. En attendant, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre le Discord dans lequel on suit un petit peu toutes nos lectures en temps réel. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne Twitch sur laquelle vous aurez toutes les revues de lecture en live et dans laquelle je discute de toutes les lectures en général. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!